Voilà. Et voilà, et maintenant la session du jour est enregistrée pour que ce soit plus simple pour vous reposer au calmement sur le sujet par la suite, tout comme le support de présentation sera aussi mis à votre dispo. Donc voilà, vous avez un travail facilité en termes de prise de notes. Cela étant dit, je partage mon écran hop, rapidement pour quelques slides de présentation Solidatech. Est-ce que vous le voyez bien, mon écran là? Oui. Ouais, ok, super, merci. Et bah donc du coup, Solidatech, je sais qu'il y en a une bonne partie d'entre vous qui nous connaissent, mais pas encore tout le monde. Donc, je vous informe que donc on est un programme de solidarité numérique dont le but c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. En fait, on a été créé en 2008 et on appartient à la coopérative d'insertion Les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres, qui appartient au mouvement Emmaüs et dont le cœur de métier, c'est plutôt tout ce qui concerne le réemploi et la collecte de matériel informatique, de smartphones, de cartoucheries. Et on fait partie du réseau international TechSoup, notre partenaire fondateur, qui est donc un réseau international de solidarité numérique. Nos associations sont très largement des associations, nos bénéficiaires sont très largement des associations loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, comme par exemple les fondations RUP ou les fonds de dotation. Et concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le numérique? Par 3 biais, et c'est surtout les 2 premiers que je vais illustrer ici, avec le fait de faciliter l'accès au numérique, financièrement parlant, et d'accompagner aux usages et à la prise en main de ces différents outils. Donc, on a en fait ce pourquoi en général, si vous nous connaissez un petit peu, vous nous connaissez le mieux, c'est pour la partie logiciel à tarif réduit. En fait, on a tout un catalogue de solutions en ligne sur notre site web qui est à tarif réduit spécialement pour les associations. Et on essaye, dans la mesure du possible, de couvrir un petit peu tous les besoins qu'une association peut rencontrer dans le secteur du numérique. Donc ça va vraiment de l'outil de conception graphique à celui de comptabilité, en passant par divers outils collaboratifs ou de sécurité. Avec aussi bien des grands noms, des grands acteurs du milieu que vous connaissez forcément, du type Microsoft, Adobe, Google, etc. Mais on essaye aussi de développer des partenariats en local avec des solutions françaises, comme par exemple NetExplorer, TalkSpirit, Veit, Intia, AssoConnect, etc. Et puis, on vous propose aussi du matériel informatique reconditionné à tarif solidaire toujours, et en l'occurrence, surtout du matériel reconditionné par nos propres ateliers, puisque c'est le cœur de métier des ateliers du bocage. Si vous suivez, vous l'aurez compris. Un aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement. On met à disposition des associations pas mal de ressources dont vous pouvez vous emparer en toute autonomie. Notamment, je vous invite à aller consulter notre centre de ressources qui est pareil sur notre site web solidatech.fr. Mais vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter et entre autres suivre d'autres webinaires tels que celui-ci. Et on a aussi tout un catalogue de formations pour aller plus loin en termes d'accompagnement individuel et au même titre que le domaine de la formation et le dada de contournement. Erwan va vous présenter ça mieux dans un instant. Nous aussi, on a une offre à ce sujet-là, tout comme on propose aussi dans le cadre d'appel à projets, parfois des programmes d'accompagnement plus sur le long terme, où là, on fait en sorte que ce soit gratuit pour les associations en allant chercher en amont des fonds privés comme publics. Et puis, dernier petit slide pour ma part, c'est juste pour vous donner un aperçu, quelques chiffres clés sur le programme. Et ce que vous pouvez peut-être notamment retenir, c'est le fait que depuis la création du programme, on a plus de 35 000 associations qui nous font confiance, qui se sont inscrites gratuitement chez nous pour s'emparer de leur transition numérique. Voilà pour ma part. Je sais bien que ce n'était pas que vous n'êtes pas venu uniquement aujourd'hui pour entendre parler de Solidatech, et donc je passe la main à Erwan pour le gros morceau du jour. Merci beaucoup. Je partage mon écran. Ça Que vous devez marche. voir à présent. C'est bon? Ouais.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Erwan. Morad. Voilà, à nouveau, au cas où il y a des gens qui sont arrivés entre-temps. On va se présenter juste après, mais on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Cette présentation est donc faite par No Code for Good et Contournement. On va vous parler de no-code et d'automatisation. Il y a deux choses dans le titre de cette presse. Il y a no-code. No-code, c'est quoi? Ça ne veut pas dire rouler sans permis, sans code de la route. Ça veut dire créer des sites web soi-même sans coder. Visuellement, ça veut dire créer des applis mobiles sans coder. C'est-à-dire que même sans compétences techniques, on peut faire ça aujourd'hui grâce à des outils qui s'appellent les outils no-code, qui ne nécessitent pas de code. Et avec le no-code, on peut aussi créer des outils internes et des automatisations pour faire que la machine fasse tout un tas de tâches numériques à notre place, notamment des tâches chronophages, répétitives, et qui font qu'on perd beaucoup de temps au lieu de se concentrer sur le cœur de notre activité, se concentrer sur nos bénéficiaires. Et pour commencer, avant de vous expliquer plus, je vais vous montrer un exemple. Là, une question à poser avant de donner cet exemple, c'est est-ce que vous connaissez la différence entre efficacité et efficience? Je demande parce que c'est clé comme concept. On va souvent dire ça, c'est efficience, ça, c'est l'efficience. Et parfois, la subtilité entre les deux, on ne sait pas forcément la formuler. Si vous voulez, dans le chat, répondre. Alors, visiblement, Zoom Webinar, pendant l'été, c'est notre premier webinaire de la saison et a fait quelques petites modifications puisque je vous trouvais vachement sage vu le nombre qu'on est dans le chat. Et pour cause, on m'a informé que apparemment le chat est désactivé. Donc, l'important, ça reste quand même que les questions fonctionnent et donc vous pourrez les poser et tout. Voilà. Mais voilà, Erwan, Morad, vous étonnez pas comme moi que les gens soient que ce soit très sage. Bon, en tout cas, rebonjour à toutes et à tous, même si voilà, Zoom ne vous a pas permis de nous renvoyer le bonjour. Mais du coup, je vais répondre. L'efficacité, c'est aller d'un point A à un point B. L'efficience, c'est d'aller de ce point A à ce point B avec le moins de ressources possible, avec le moins de temps possible, avec le moins d'argent possible. C'est la différence entre gravir une montagne en escaladant ou alors prendre un téléphérique. On peut avoir l'escalade pour passion, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de comment faire plus efficacement. En fait, l'efficience, c'est l'efficacité de l'efficacité. C'est faire avec le moins de ressources possible. Et c'est de ça dont on va parler. C'est travailler moins pour travailler mieux. En fait. Je vous donne un exemple. Au début de Contournement, on avait une formation où les gens devaient candidater. Et ce traitement de candidature, au début, on le faisait à la main. Quand on le faisait à la main, il se passait ça. Premièrement, tout simplement, les gens remplissaient un formulaire, quand même. Deuxièmement, on inscrivait ces gens à notre newsletter dans Mailchimp. Troisièmement, on faisait une fiche à ces gens dans notre outil de gestion de contact. Quatrièmement, on répondait par mail et on envoyait un exercice à la personne. Cinquièmement, on envoyait le résultat de l'exercice par email. Enfin, le candidat nous envoyait le résultat par email. Sixièmement, on allait chercher les exercices dans les emails pour les évaluer. Septièmement, on échangeait entre 2 et 4 emails pour prendre rendez-vous. Huitièmement, on créait un événement dans Google Agenda pour pouvoir faire le rendez-vous. On invitait. Et neuvièmement, s'il y avait un imprévu, on était reparti pour les étapes 7, 8 et 9. Ça nous prenait environ 10-15 minutes par candidat. Multiplié par 100 candidats, ça fait beaucoup de minutes. Et grâce à un outil no-code visuel, franchement, ce que je vais vous montrer, au bout d'une journée, quelqu'un peut le faire. Et c'est assez avancé. Un débutant peut le faire. Eh bien, on a automatisé ça. Dans Zapier, qui est un outil qui permet d'interconnecter les outils entre eux pour automatiser des tâches, eh bien, tout simplement, on disait, là, vous voyez ce qui se passe dans Zapier. Ça s'affiche comme ça. C'est très visuel, il n'y a pas de code informatique. Quand quelqu'un répond en gros au formulaire, alors automatiquement, inscrire cette personne dans l'outil de gestion client ou de contact, automatiquement l'inscrire à la newsletter, puis automatiquement lui envoyer un email de récap de sa candidature avec le lien vers les exercices et automatiquement nous notifier dans notre chat d'équipe qu'il y a une nouvelle candidature. Et derrière, quand la personne avait fait les exercices d'évaluation, elle soumettait ça dans un nouveau formulaire qu'il y avait dans le mail. Automatiquement, ça mettait à jour sa candidature. Automatiquement, ça envoyait un email pour dire « Merci, maintenant, prenez rendez-vous avec Contournement. » Et là, dans Calendly, un outil qui permet aux gens de prendre des rendez-vous aux endroits où vous êtes disponible et dont vous avez décidé, les gens pouvaient prendre leur rendez-vous en autonomie. Ça évite tous les échanges, tous les allers-retours. Ça nous prenait 0 minute. C'est ça qu'on appelle l'efficience. C'est ça qu'on appelle l'automatiser. C'est ça qu'on appelle le no-code, programmer visuellement des choses pour que la machine fasse le boulot à notre place sur des choses inefficientes, répétitives, chronophages. Sachant que l'informatique, c'est censé nous faire gagner du temps,
Et souvent, ça nous en dépossède. C'est pour ça qu'il faut se la réapproprier pour pouvoir en faire un outil et non pas un ennemi, quoi. C'est le moment où on se présente. Donc, je suis Garwan Kézar, je suis cofondateur de Contournement, chez qui on forme les gens à contourner les obstacles techniques. Comment on fait ça? En formant au no-code, des formations en ligne, des formations en face-à-face, en présentiel, surtout sur les outils accessibles rapidement. Parce que c'est des outils no-code qui sont très avancés, il y en a qui sont très accessibles. Voilà, nous, on pense que c'est surtout les outils accessibles en quelques heures, quelques jours qui sont intéressants pour les débutants. Et on forme surtout donc à se créer ces outils internes et à être plus efficace. Pas à se créer son site et tout, plutôt sur le côté optimiser ces process. À côté, on a créé beaucoup de ressources gratuites. Je vous dirai lesquelles à la fin, si vous voulez faire vos premiers pas gratuitement. Et aussi, on monte des side projects, des projets à côté, comme No Code Jobs, qui est la première plateforme d'offres de jobs sur les métiers du no-code, qu'on a réalisé en une demi-journée en no-code. Et Discernement aussi, qui est un outil pour bien choisir sa formation en fonction de ses objectifs sur le no-code. Bonjour, donc moi c'est Morad, je représente No Code for Good, je suis l'un des cofondateurs de No Code for Good. No Code for Good, qu'est-ce qu'on fait? Notre mission et notre objectif, c'est d'accompagner des projets solidaires et environnementaux, à tirer parti en fait de ce levier, de cette nouvelle opportunité que nous donnent les outils No Code, et donc de les outiller. Pour ça, on met en place des actions découvertes, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, via des conférences, des webinaires ou des ateliers pour sensibiliser aussi bien les associations que les projets solidaires. On est aussi avec la volonté de fédérer des no-codeurs, no-codeuses solidaires, c'est-à-dire des personnes qui, et on a pas mal qui souhaitent donner de leur temps pour des projets à mission ou des projets à impact. Et pour ça, on a développé une plateforme qui s'appelle nocodeforgood.fr pour pouvoir y accéder, où là, on met en relation des porteurs de projets et des freelances. Et ensuite, des hackathons où pendant 48 heures, on est réunis pour travailler avec des no-codeurs, des no-codeuses et des porteurs de projets, plus des personnes qui ont envie de s'initier au no-code. À la fin des 48 heures, on sort avec des projets. On en a réalisé aujourd'hui 2, et les projets sur No Code for Good depuis 2022, c'est plus d'une cinquantaine environ qui ont été déployés sur la plateforme. Sur le questionnement de no code en tant que phénomène social et économique, c'est un élément de plus en plus important et on souhaite porter notre contribution à cette partie-là avec des conférences sur ces thèmes-là. Voici No Code for Good et les missions principales qui sont les nôtres. Et je précise aussi que je suis cofondateur de No Code for Good, donc c'est président. Qui est président. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je représente Contournement et je pourrais aussi répondre aux questions de No Code for Good. Mais il est sur tous les fronts, ma parole. Mais à la base, oui, c'est une conférence Contournement, et à la base, on s'était rencontrés, mais depuis, il y a No Code for Good qui est là, donc ça me paraît logique. Voilà, on essaie de ne pas être sur trop de fronts, choisir ses combats. Déjà, le no-code, vous allez vraiment entendre parler dans tous les sens, il y a plein de définitions différentes, c'est un mot qui fait le buzz. Non, concrètement, pour essayer de mettre les choses un peu à leur place, c'est-à-dire qu'il y a 3 façons d'utiliser le no-code. Le fait de créer un produit, de créer un site, de créer une appli ou autre. Donc ça, c'est je veux lancer mon Airbnb et tout. C'est une partie très visible du no-code, la partie émergée de l'iceberg, mais ce n'est pas forcément celle dont tout le monde a besoin. Une partie qui est quand même beaucoup plus répandue, mais que nous, on maîtrise très mal, c'est le côté automatiser son marketing, son growth, sa croissance, etc., sa prospection. Voilà, ça fait un moment que c'est automatisé, que des gens utilisent du no-code, mais on va dire que c'est quand même un usage très, très segmenté, mais qui est assez répandu. Et nous, ce qui nous intéresse, et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, c'est la productivité, les ops. Alors, quand je dis productivité, attention, ça veut dire travailler moins pour travailler mieux. Ce n'est pas l'injonction à la productivité. Oui, il faut travailler plus. Non, au contraire. Pour que l'outil informatique aide l'humain et non pas mettre la pression. Et les ops, en fait, c'est quoi? C'est les opérations. Les no-code ops, c'est d'optimiser ces opérations du quotidien. C'est d'optimiser des processus, c'est d'optimiser la collaboration en se créant ses propres outils en no-code. Travailler plus efficacement, de manière plus efficiente. On va vraiment se situer là aujourd'hui. Et ça, c'est un panorama global des outils no-code. Je vous le laisserai consulter à tête reposée quand vous aurez la présentation, le support que vous allez recevoir. À gauche, c'est les spécialités. Par exemple, je veux créer mon site web. Là, on a mis différents outils. Et l'axe horizontal, ça va des outils les plus accessibles aux outils les plus avancés. Par exemple, ceux que vous voyez à gauche, Doric, Softer, Glide, Zapier, Airtable. Nous, dans des ateliers de 2 heures, déjà, les gens ont réussi à faire quelque chose. Après, vous pouvez vous former pendant longtemps pour être plus avancé, mais déjà, en quelques jours, voire quelques heures, on peut faire des choses.
Les outils qui sont à droite, Webflow, Bubble, etc., ça, il faut plus 3 semaines, 1 mois pour se former, pour devenir, en fait, voilà, c'est des outils pour devenir expert, pour trouver du boulot, on va dire, faire des gros projets. Là, c'est vraiment sur la zone de gauche que je vous invite à vous focaliser, et notamment en bas, parce que ces outils-là permettent de faire des no-code ops. Notion pour centraliser de l'info, pour se créer ces outils de collaboration interne. Zapier pour automatiser, vous l'aurez compris, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Airtable pour créer des bases de données. Je ne vais pas vous expliquer en long en large ce que c'est, mais croyez-moi sur parole, c'est le futur d'Excel en quelque sorte, parce que Excel, ça sert à faire des calculs, et on s'en sert pour lister des gens, des rendez-vous, des événements, des produits, alors que ce n'est pas fait pour ça. Les bases de données, c'est fait pour ça. Et Airtable, c'est un outil incroyablement puissant pour se créer tout un tas d'outils. Très simplement, en quelques heures, déjà, on peut faire des choses. Et j'en parle un peu parce qu'il va y avoir un peu d'Airtable dans ce qu'on va vous montrer. Donc, voilà, Zapier, Airtable, c'est un combo incroyablement puissant. Et Make, qui est un outil plus puissant que Zapier, mais plus complexe d'accès. Voilà, c'est pour vous donner déjà un premier aperçu de l'écosystème des outils no-code. Et sur le reste, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne détaille pas trop. Mais voilà, des outils pour créer des applis web, des applis mobiles, etc. Alors, le focus que je vous invite à faire, c'est en effet Zapier, qui interconnecte plus de 3000 outils, qui est plus accessible, mais qui peut être utilisé de manière très avancée, pour récapituler. Make, plus avancé que Zapier, plus granulaire, on peut aller plus loin. Ça plaît aux développeurs et aux codeurs, cet outil, parce qu'on a plus de contrôle sur ce que ça fait. Plus technique et plus complexe à prendre en main, moins accessible, mais excellent pour utiliser les API. Vous savez, c'est pour aller vous brancher, je ne sais pas, sur l'API de la SNCF, vous branchez sur Open Data Group, il y a plein de données ouvertes, je ne sais pas, sur les données autour du chômage, enfin voilà, c'est pour aller se connecter à des données externes, c'est très puissant, mec. Et il y a aussi tout un tas d'autres outils qui permettent de faire des automatisations. Je ne vais pas les détailler, mais il y a Microsoft avec Power Automate, N8N, Parabola, mais c'est plus complexe à prendre en main en général. Et Airtable Automation, Airtable propose de faire des automatisations directement dedans. On y reviendra après. Juste gardez ce petit tableau en tête, affichez-le dans votre bureau. C'est bête, mais au quotidien, sur un ordinateur, on fait plein de tâches qui ne servent à rien et qui nous prennent un temps improductif et surtout qu'on pourrait passer à faire d'autres choses. Vous l'aurez compris, c'est le sujet de cette conférence. Et ce petit tableau, il vous montre, au bout d'1 an, si vous faites telle tâche tant de fois par jour, combien de temps vous aurez perdu net. Si vous faites 5 fois par jour quelque chose qui vous prend 5 minutes, par exemple, je reçois un email du comptable, je télécharge la pièce jointe et je vais la mettre dans un dossier en ligne, ça peut facilement me prendre 5 fois par jour 5 minutes. Au bout d'1 an, j'aurais perdu 6 jours, 6 fois 24 heures à faire juste cette action inutile. C'est ça, identifier les points d'inefficience dans ce qu'on fait au quotidien. Et ça peut d'ailleurs même mettre des gens en souffrance, parce que quand on passe la moitié de son temps à faire de la manutention numérique, ça peut rendre un peu fou. Et souvent, au lieu d'automatiser, on va le confier au stagiaire. Le stagiaire, le ou la stagiaire a des choses bien plus intéressantes à faire et plus émancipatrices, j'ai envie de dire. En résumé, optimiser sa productivité, ses ops, c'est identifier les tâches répétitives, trouver les meilleurs outils pour faire ces tâches efficacement, puis interconnecter ces outils. Trouver les meilleurs outils, ça veut dire ne pas réinventer la roue. Par exemple, Contournement, nos formations en ligne, on les fait sur Podia. C'est un outil très bien fait pour faire des formations en ligne. On n'a pas no-codé quelque chose. Non, on a pris un outil qui est bien fait pour les formations en ligne, mais par contre qui est interconnectable via le no-code. Donc, quand quelqu'un achète une formation sur Podia, ça génère la facture automatiquement, ça la lui envoie, ça l'ajoute dans notre base d'élèves. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Afin d'automatiser les processus et se créer des outils personnalisés. Et c'est le moment où je vais laisser la parole à Morad pour donner un exemple maison, c'est No Code for Good. La petite flèche pour avancer. Dans l'idée de parler d'association et ce que apporte l'automatisation pour cette efficience, rapidement sur quelques éléments d'historique, No Code for Good a été créé avant tout par des personnes qui étaient à des endroits différents de France, on ne se connaissait pas auparavant. Et donc, cette idée des ops, c'est primordial dans l'organisation et dans la façon dont on a monté cette association. Parmi les éléments, je vais m'attarder sur la plateforme qui met en relation les projets, les porteurs de projets. Clairement, avant, ce qui se passait, c'est qu'on a le porteur de projet qui arrive sur la plateforme de No Code for Good et qui dépose son projet. Ensuite, on avait un administrateur qui devait aller
sur l'outil Airtable où arrivaient les données pour la valider et lui permettre d'être accessible sur la plateforme pour les no-codeurs, no-codeuses, qui avaient donc la visibilité à ce moment-là des projets. Le no-codeur devait, lui, se connecter sur la plateforme pour voir les nouveaux projets qui rentraient et pouvoir, à ce moment-là, proposer ses services à ce projet d'association ou de projet à impact. De la même façon, le porteur de projet qui, lui, peut aussi faire une demande auprès des no-codeurs, no-codeuses, pouvait être amené à se connecter de temps en temps ou devait se connecter pour voir s'il y avait un nouveau no-codeur ou no-codeuse qui était présent en cohérence avec ses attentes. Et à la fin de tout ça, l'association devait prendre le temps de contacter les porteurs de projets et les no-codeurs, no-codeuses pour voir si le projet avait été finalisé. Vous avez bien vu ces étapes-là. Dans une association où c'est des membres plutôt volontaires et donc engagés, mais quand même qui prennent de leur temps perso là-dessus, c'est des tâches qui, qu'on le veuille ou non, malgré la bonne intention, manquaient parfois de régularité là-dessus, de par, Erwan l'a dit, le manque d'intérêt et d'apport là-dessus. Clairement, on a utilisé par la suite, dans notre mise en relation de cette plateforme, Softr, Airtable, Zapier et ensuite Notion pour discuter. C'est juste pour donner un certain nombre d'éléments des outils. Et donc, on a utilisé Airtable Automation. En fait, on a utilisé les automatisations internes à Airtable. Comme ça, c'est aussi dans l'idée de ne pas multiplier les outils. C'est un élément très important dans le monde associatif ou de manière générale. Erwan l'a dit, c'est un moment, si un outil le fait, il faut choisir aussi pour ne pas multiplier les outils, même s'ils peuvent se connecter entre eux, mais ça génère des contraintes. Première étape, on a créé des automatisations, c'est-à-dire que dès qu'un projet est posé, à ce moment-là, il y a un message qui part, donc c'est sur cette partie-là, il y a un message qui part et qui est envoyé dans un Slack de notre communauté et qui permet à informer l'ensemble des porteurs de projets qu'un nouveau projet a été déposé. Juste pour précision, Slack, c'est un outil de conversation instantanée, mais pour une communauté, et c'est là-dessus qu'on a agrégé pas mal de nos aideurs et de nos Tout à fait. C'est un élément important. Ça permettait quoi? Cette connexion-là a permis de faire quoi? De faciliter l'information aux porteurs de projets et aux no-codeurs, no-codeuses sans avoir à se connecter sur la plateforme qui avait du changement, qui avait de la nouveauté. Ça créait des gens qui étaient là occasionnellement de voir qu'il y avait du mouvement et donc ça créait une vie dans cette association et dans les personnes qui étaient engagées. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'était celui qui concerne avoir les retours, les feedbacks après les mises en relation. Donc, on a mis en place des séquences une semaine après, un mois après et 3 mois après. Et ça, aussi bien pour le porteur de projet que pour le no-codeur, no-codeuse. Et ces éléments nous permettaient d'avoir des feedbacks pour évaluer la collaboration qui a eu lieu, aussi bien par rapport au projet, mais aussi par rapport aux no-codeurs, no-codeuses. Et ça, c'est des éléments qui ont été très appréciés dès qu'on les a mis en place par la communauté qui est sur nos projets. On va un peu plus dans le détail sur cette automatisation. On est juste pour montrer un peu les écrans de Airtable Automation. C'est très simple. Dès qu'il y a une nouvelle information arrive, on déclenche une connexion un peu comme ce qui a pu être montré par Erwan avec Zapier. On vient chercher l'outil Slack et dans cet outil Slack, on lui dit d'envoyer un message. Et sur le Slack de la communauté No Code for Good de l'association, les gens reçoivent un message de ce type-là, les informant qu'un nouveau projet est disponible. De manière très simple, ça a pris une demi-heure pour créer l'ensemble des automatisations que j'ai vues avant, avec un résultat et un retour sur investissement qui est juste énorme. Donc, on parle réellement d'efficience là-dessus, aussi bien sur le temps qu'on y gagne, mais aussi sur le résultat de la satisfaction et de l'expérience utilisateur. Même association, on a un devoir d'améliorer et d'avoir une bonne expérience utilisateur. Et ça, de manière très simple aujourd'hui, ce qui fait que, comme on est très peu nombreux pour une mission très importante que j'ai donnée en introduction, ça nous libère du temps pour aller sur d'autres choses. Un projet No Code for Good pour une asso étant qu'à faire la nôtre. Et un second qu'on a accompagné lors d'un hackathon qui est pour le projet FreeField, qui est en fait une asso qui a pour volonté d'accompagner les fins de carrière des retraités. En fait, leur constat, il est plutôt très simple, c'est de dire qu'aujourd'hui,
les personnes qui partent en retraite, c'est quasiment 70 000 départs en retraite, se retrouvent très rapidement un peu isolés et que 25 personnes de ces jeunes retraités, entre guillemets, suivent par la suite un épisode de dépression parce qu'ils se retrouvent sans activité. Et donc, leur volonté, c'est de mettre en place une plateforme pour pouvoir faciliter avec un programme qui les accompagne pour trouver des projets qui les inspirent dans les 7 semaines. Et donc, ils nous ont contactés pour ce projet de hackathon avec 2 problèmes. Un principal qui était comment gagner en efficacité, en productivité dans la mise en place de leurs process et des automatisations. Et donc, ils voulaient supprimer un certain nombre de tâches qui étaient manuelles, faites par les personnes, comme on l'a vu dans l'exemple de No Code for Good. La gestion de sauvegarder l'ensemble des données dans un même endroit et pas multiplier les outils et les fichiers, ça c'est un élément important pour retrouver la donnée et être sûr d'avoir tous la bonne et la dernière information. Et gérer les contrats, la signature et les relances dans le cas où la signature n'est pas faite. Le deuxième point sur lequel ils souhaitaient que le hackathon les accompagne, c'est dans l'amélioration de l'expérience du produit avec les différentes actions. En gros, aujourd'hui, ils envoyaient un email, ensuite des fichiers PDF, ensuite des vidéos qui étaient sur YouTube, des chats avec WhatsApp et des ateliers qui étaient sur Zoom. On le voit, beaucoup d'outils, et ils l'ont très bien identifié pour une cible qui n'est pas toujours très digital friendly. Et donc, l'idée, c'était le défi, c'était de les automatiser, de les accompagner sur cette automatisation. C'est ce qui a été fait donc avec un premier site que vous voyez ici, et vous pouvez aller sur le site de l'association. Ça a été fait avec un outil qui s'appelle Softer, qui permet d'avoir dans un seul et même outil l'ensemble des informations. Si vous cliquez sur les différents, par exemple, je me préinscris, ainsi de suite, vous allez avoir un formulaire qui arrive de l'outil Airtable. Donc, les données sont sauvegardées directement dans une base de données avec cet outil-là. Tout est sauvegardé là-dedans. Et en fait, par la suite, on peut lancer les automatisations, c'est-à-dire, je viens de m'inscrire, jour 1, c'est ce document-là, jour 2, c'est celui-là, et ainsi de suite. Tout ça grâce à Zapier et le fait d'avoir mis l'ensemble de ces documents, l'ensemble. Aujourd'hui, pour cette association, de manière très concrète, ça leur a permis de signer des partenariats plus importants pour la simple et bonne raison, c'est qu'en face, ils avaient prouvé leur capacité à livrer, à avoir la délivrabilité attendue par ces acteurs importants et pour une cause qui était bonne à l'origine, aidée par le no-code et par ces outils-là, a pu le concrétiser. En effet, je précise juste quelque chose, parce que c'est vrai que parfois, quand on présente là dans les projets, il y a des mots qui pourraient peut-être faire peur. Je parlais de base de données tout à l'heure, mais en fait, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble un outil no-code. C'est des concepts qui sont au final assez simples quand on fait du visuel. Vous allez voir que, par exemple, Softer, dont parlait Morad, d'ailleurs, on est sur Softer aussi chez No Code for Good, mais c'est juste, je suis face à un écran, là, je veux une image, là, je veux un texte. C'est visuel, c'est de l'artisanat visuel, c'est plus pas de l'ordre de l'ingénierie ou du scientifique. Après, voilà, on peut aller plus loin dans le no-code. Ce n'est pas facile, le no-code, c'est accessible, mais encore une fois, en 2 heures, d'ailleurs, on a même fait formation avec Solidatech, où en 2 heures, les personnes avaient fait, les participants et participantes avaient fait un outil de gestion de contact avec Airtable, déjà assez robuste. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, comme on est tech, il y a des mots qui peuvent faire se dire ah, « c'est pas pour moi », mais de voir, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble juste après, vous allez voir, c'est quand même très intuitif. Quelques exemples d'automatisation pertinente, juste pour vous inspirer, on pourra en faire des milliers, hein, mais quand il y a un mail d'un destinataire donné, automatiquement, la pièce jointe, la mettre dans un dossier, ce que je vous disais tout à l'heure. Optimiser et automatiser un processus de candidature ou de recrutement. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de contournement. Quand quelqu'un remplit un formulaire, automatiquement, lui faire une notif par mail avec le récap de sa candidature et notifier un tel et un tel dans l'équipe. Centraliser mes mentions de réseaux sociaux dans un tableau. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait dans Zapier. Ajout d'opportunités via un transfert et une adresse email. Vous savez, quand on a plein de gens qui nous contactent, oui, est-ce que vous pouvez, qui vous demandent, qu'il y a une opportunité en tout cas, on peut tout à fait forwarder cet email à une adresse concrète et ça le met directement dans l'outil où vous stockez vos opportunités au lieu de faire des copier-coller et tout ça. Un copier-coller, souvent, c'est 1 minute, 2 minutes perdues et puis x 10 par jour, ça fait 20 minutes, x 7, x 5 jours, ça fait 100 minutes. x 4, ça fait 400 minutes par mois. Ça fait beaucoup. Vente en ligne, si vous vendez quelque chose en ligne ou un abonnement ou une adhésion, automatiquement générer la facture ou le reçu
et le stocker directement dans votre compta et l'envoyer à la personne qui s'inscrit. Envoyer un mail récap de toutes les tâches achevées dans la semaine par l'équipe. Tout à fait possible, ça. Générer 50 documents avec des informations individuelles, par exemple des attestations. On sait que copier-coller ces infos dans Word, c'est une galère. C'est très simple à faire avec un outil comme Airtable qui permet de générer des documents à partir d'une liste d'infos. Justifier, dès que je mets un justif de dépense dans ma banque en ligne, automatiquement le mettre là où il faut, dans mon tableau de compta pour mon comptable. Très pratique. Et même, quand on dépasse 10 dons dans la semaine, changer la couleur de l'éclairage du bureau. On peut aussi connecter des objets, il faut le savoir. Penser MVP, c'est un gros mot qu'on utilise parfois dans les startups et tout ça, mais MVP, c'est-à-dire Minimum Viable Product, c'est-à-dire le produit minimum viable. Ça veut dire, si vous avez un problème, commencez pas à vous dire qu'il faut faire une usine à gaz dans un an, après avoir emprunté 30 000 €, on y arrivera. Non, commencez par faire un skateboard qui fait un boulot, mais qui le fait bien. Les gens l'utilisent, ils se cassent la figure. Ah ben, on va peut-être faire une trottinette, on va ajouter un guidon. Ah, les gens l'utilisent encore plus. On va l'améliorer, on va faire un vélo. Mais le skateboard, vous pouvez le faire vous-même en no-code. Par exemple, on a une formation gratuite chez Contournement de 7 heures qui permet déjà de faire des skateboards. La trottinette, il faut plutôt une semaine de vous former un petit peu, quelques heures par-ci par-là. Travailler dessus une semaine, vous avez une trottinette. Le vélo, là, il faut peut-être se former davantage ou faire appel à un expert ou une experte. Et la moto, ben là, c'est quand on commence à avoir vraiment des gros besoins. Là, peut-être que les roues peuvent rester en no-code, mais il faut peut-être du code par-dessus. Parce que le code et le no-code, ça fonctionne très bien ensemble. 2 petites citations, on a presque fini. Laissez le numérique et effectuer ces tâches réparbatives à sa place pour se concentrer sur les aspects les plus créatifs et intéressants de son travail et de sa vie. Guillaume Declercq, français, qui a écrit La 25e heure, qui est un excellent bouquin sur l'efficience. Les workaholics, les accros au boulot, ne sont pas des héros. Ils ne font pas avancer les situations, ils ne font qu'accumuler de l'épuisement. Le véritable héros est déjà rentré chez lui parce qu'il a trouvé une manière plus rapide de faire les choses. Jason Fried et David Hanson-Meyer, qui justement prennent beaucoup de positions contre la mentalité pressurisante, on va dire, que beaucoup de startups peuvent avoir, et disent, ben non, bosser 7 heures, 8 heures par jour, dans nos équipes, c'est le max, et essayer de bosser moins pour bosser mieux. Méfiez-vous de ce biais, je vous laisse méditer 2 secondes sur cette image. Cette image, ce sont 2 hommes préhistoriques qui tirent une charrette avec des roues carrées. Et il y a un collègue qui leur dit hey, « les roues rondes !» Et ils disent « Non, on n'a pas le temps d'installer les roues rondes. » Ça, c'est exactement le syndrome de « Oh, je vais continuer à faire à la main, c'est pas grave. » Et puis en fait, je perds 20 minutes chaque jour au lieu de passer une fois 1 heure et puis c'est fait. Et en plus, j'apprends quelque chose quand je fais ça. Voilà, tous, même nous, on le fait dans notre équipe. Parfois, on a la flemme, allez, on continue comme d'habitude. C'est important parfois d'améliorer, de prendre des temps pour optimiser un minimum. Je vais faire quand même la mini démo, je vous ai promise, parce que voir, c'est comprendre. Hop. Alors, attention, je vous partage la bonne fenêtre. Je partage les coulisses de Contournement. Non. Là, vous voyez un tableau normalement. Ça ? Ouais. Yes. Ouais. Alors, on va juste faire un truc, c'est, imaginons que je veux veiller à chaque fois qu'il y a le mot-clé dièse no-code sur Twitter, ou alors qu'il y a @Solidatech, ben, je veux que ça le stocke dans un tableau pour que je puisse regarder ce qui s'est passé dans la journée sur les réseaux sociaux. Ben, solution numéro 1, je copie-colle et je passe des heures à le faire. Solution numéro 2, ben, je vais voir le pauvre stagiaire qui n'a rien fait et je lui demande de le faire ça 1 heure par jour. Solution numéro 3, eh ben, je crée un tableau donc avec des colonnes, donc le nom de l'utilisateur, le texte du tweet, la date, le lien vers le tweet, et je pourrais mettre plein d'autres choses. Hein. Là, on va dire que je veux juste ces éléments à chaque fois qui se mettent automatiquement dans le tableau. Je vais dans Zapier. Ça, c'est mon Zapier perso. Là, on est dans l'outil no-code. Il y a un gros bouton. Alors, c'est en anglais souvent, mais bon, c'est de l'anglais de base. Hein. Create Zap. Créer un Zap. Créer une automatisation. Ça me crée une automatisation. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, il me dit, bah, déjà, c'est où que je vais chercher l'info? Je tape tweet, il me dit Twitter. OK. Mais dans Twitter, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi le déclencheur? C'est quand il y a une mention particulière, un mot-clé particulier. D'accord. Mais de quel compte Twitter on parle? On prend le Twitter de Contournement, il faut bien qu'il se connecte quelque part. Continuez. C'est quoi le terme qui t'intéresse? Dièse, no code.
Hashtag no-code, comme diraient les gens. Continuez. Testez le déclencheur. Trigger, c'est la gâchette, c'est en anglais. Je teste et là, il va voir sur Twitter s'il trouve quelque chose qui correspond. Il me dit, ah oui, regarde, j'ai trouvé un tweet. Alors, il y a plein d'infos sur le tweet, mais bon, on voit. C'est le No-Code Summit. Il y a le premier sommet du No-Code français qui est en train de se passer. Et on doit, il faut qu'il y revienne après. Là, il y a le texte, là, il y a la date, etc. Il me dit, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose. Continuez. Donc là, c'était le déclencheur. C'est ce qui déclenche l'action. Donc, l'action, c'est quoi? Quand je trouve un tweet avec dièse no-code dedans, je fais quoi? Ben, dans Google Sheet, donc le tableau que je viens de vous montrer, je dis c'est dans Google Sheet, crée-moi une nouvelle ligne. Donc, c'est créer, non, pas une colonne, une ligne. Donc, vous voyez, si je lis, je trouve, il n'y a pas de code à lire ou autre. Je continue. Dans quel compte veux-tu que je fasse ça? Je vais prendre mon compte Erwan Kaiser. Continuer. Dans quel dossier? Mon Google Drive. Quel tableau? Donc là, je vais taper tweet, et il va me trouver le truc. Perso, Zapier, stockage des tweets. Donc, c'est ce tableau. Hein. Dans quelle feuille? Ben, la feuille 1. Et là, dans les colonnes, qu'est-ce que tu veux que je mette? Ben, dans la colonne utilisateur, je veux le nom de l'utilisateur. Et là, j'ai toute l'ADN du tweet. Nom d'utilisateur, super. Le texte du tweet, ben, il est là, le texte. Il va chercher dans Twitter les différents éléments. La date, ben, montre-moi tout, je regarde un petit peu. Bon, ça fait un peu mal aux yeux au début. Ah, créer le, c'est la date. Et dans la colonne lien vers le tweet, ben, je ne sais pas, je vais regarder. Il y a ça, URL, le lien vers le tweet. Donc, ça correspond à ce que j'ai comme colonne ici. Et là, je continue. Je teste et je continue. Il me dit c'est OK. Et là, c'est magique. J'ai en effet le tweet qui est venu. Et si je mets on, si j'allume mon Zap, ben à chaque fois qu'il y a un tweet avec no code, ça viendra se mettre ici. Et je ne vais pas le mettre on parce que sinon, ça va me cramer toutes mes actions parce que le dièse no code, aujourd'hui, il y en a des centaines par jour. Donc, j'ai droit à tant de tweets par jour. Donc. Je reviens sur ma présentation pour conclure suite à cette démonstration. Très rapidement, quand même, je ne peux pas m'empêcher, je dépasse un tout petit peu le temps. Je vous montre très rapidement Softer parce que je vous dis que je le ferai. Softer, ça permet de faire des sites et des applis. No Code for Good, on est là-dessus. Je vous montre très rapidement en 2 secondes à quoi ça ressemble un outil no code pour créer des sites et des applis, vraiment pour vous rassurer, pour faire passer le cap si vous avez envie de vous y mettre. Ah, il faut que je... comment? Ah, je n'ai pas mon truc de mot de passe. Pendant les questions-réponses, je le ferai. Je vais aller chercher mon mot de passe parce que je n'ai pas mon gestionnaire de mot de passe branché. C'est juste pour pas que vous voyez le mot de passe devant vous. Donc, je vous le montre juste après. Donc, je repartage mon autre écran. Mais promis, on vous montre à quoi ça ressemble de créer un site. Super. Donc, sachez que si vous voulez gratuitement continuer à vous initier au no-code, chez Contournement, on propose des vidéos gratuites sur YouTube, Contournement TV, des tutos, des démos. Il y a le podcast aussi où on a interviewé plein d'acteurs entrepreneuriaux, associatifs sur comment ils utilisent le no-code. No Code for Good, donc. No Code Jobs, pour regarder les jobs qu'il y a dans le no-code. La communauté No Code France, plus de 9000 membres qui s'entraident, qui se donnent des coups de main et des experts, des débutantes. Il y a plein d'assauts aussi, vraiment. N'hésitez pas à y aller. C'était la communauté Contournement à l'époque. On l'a légué au collectif. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très beau mouvement. Et nos formations, dont une formation gratuite, comme je disais, qui dure 7 heures, qui est un bon premier pas où on touche à Airtable, Zapier, Notion et Softer. On a plusieurs formations en ligne sur les différents outils dont je parlais, Airtable, Zapier et tout ça. En fait, pour être débutant, il faut environ un peu moins d'une journée. Pour être confirmé, il faut 2 jours. Pour être avancé, il faut 4 jours. Et avec Solidatech, on s'est dit que vous proposez un bon d'achat de 80 € sur toutes les formations. Ça pouvait éventuellement faciliter à faire le premier pas. Donc, c'est un cadeau, on va dire, plus important que ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de cas. Aujourd'hui, chez Contournement, on fait le choix de... On a plein de principes. Genre, on veut rester une entreprise à taille très humaine, on ne veut pas grossir, etc. On veut faire de l'artisanat. Et on a pour principe de très rarement faire des bons d'achat, des réductions et tout, sauf dans les webinaires avec certains partenaires. Donc voilà, sachez que vous allez recevoir quelque chose qui vous permettra
avoir un bon d'achat de 80 € réutilisable même sur plusieurs formations si vous voulez, et qui est valable un mois, histoire que vous ayez le temps et qu'on évite le FOMO. Vous savez, c'est le phénomène de fear of missing out, le peur de rater quelque chose. Tout le temps plein de trucs sur Internet. Ah, vite, la promo, c'est jusqu'à demain soir. Voilà, on essaie de combattre un peu tout ça. Donc, vous avez un mois. Et voilà, aussi, on a tout le temps cette question. Après, il y a différents moyens de faire financer nos formations via les OPCO, via le CPF. Temporairement, c'est indisponible parce qu'il y a eu plein de révisions de certifs dernièrement. Et aussi, il y a des offres solidaires pour les personnes qui perçoivent les minima, les étudiants boursiers et non boursiers. C'est-à-dire qu'à l'abonnement, pour 50 €, on peut avoir accès à toutes les formations de la plateforme. Donc, quelqu'un qui le ferait très vite, pour 50 €, il peut faire 2 000 € de formation. Mais voilà, sachez qu'il y a des personnes qui veulent se reconvertir ou muscler leur employabilité ou autre, il y a ça. Voilà, on a un petit peu dépassé, mais on a tout le temps pour… Mais même pas. Je peux même te dire que tu as 2 minutes d'avance. Ah, c'est vrai qu'il y a eu l'intro. Tu as bien géré. Non, il n'y a pas, il y a pas de problème. Au top. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Du coup, je vais relayer les questions des participants. Je redis quand même aussi en parallèle, on a malgré tout eu pas mal de questions dans le chat, donc je vous invite, pour ceux qui n'auraient pas vu mes messages ou pas encore transféré vos questions, si vous êtes concernés, à bien les transférer dans l'onglet Q et R en parallèle, comme ça, ça multiplie les chances qu'on ait la possibilité de les traiter. Il y a eu pas mal de questions qui vont peut-être même un petit peu au-delà du sujet vraiment cœur du jour, à savoir non pas le no-code en règle générale, mais plus les automatisations dans le no-code. Donc, je vais autant que possible d'abord traiter celle-ci, mais je vous le redis, et puis je pourrais mettre le lien dans le chat lors de l'une de vos réponses. Soit dit en passant, on a fait justement avec Contournement l'année dernière un replay sur le no-code en règle générale. Donc, je vous remettrai le lien vers le replay, parce que ça peut aussi en intéresser certains qui auraient peut-être souhaité creuser davantage les possibilités de création de sites web avec Wix ou je ne sais quoi encore. C'était des choses qu'on avait abordées l'année dernière. Et là, comme le programme du jour l'indiquait, on est vraiment plus focus sur les automatisations. Cela étant dit, peut-être une question qui est revenue plusieurs fois et qui est classique, que ce soit pour les outils d'automatisation ou les autres d'ailleurs, en termes de sécurité des données et en termes de respect des différents outils dont vous avez parlé par rapport au RGPD, etc. Est-ce que vous savez à quel point c'est sécurisé de ce point de vue-là? Absolument, c'est souvent la première question qui revient. Côté sécurité, ces outils no-code, je n'ai pas précisé, mais tous les outils no-code, et c'est aussi pour ça qu'ils sont plus accessibles, ils sont 100% dans le cloud, ils sont 100% sur le web. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à installer. C'est-à-dire que vous créez un compte, vous commencez à bosser et vous publiez. Et généralement, c'est hébergé par l'éditeur, c'est-à-dire que vous n'avez rien à héberger. C'est aussi ça qui fait que c'est beaucoup plus simple à maintenir, etc. Mais du coup, ça veut dire que c'est chez l'éditeur. Donc, vous dépendez de l'éditeur. Ce n'est pas vous qui avez la main sur votre serveur, etc. Et globalement, les outils dont on parle là, Zapier, Airtable, Notion, ce sont des outils qui aujourd'hui ont des grosses équipes, ont des centaines de milliers d'utilisateurs, par des millions, ont levé des millions de dollars, ça on s'en fiche à la limite. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas les petites épiceries du coin de la rue avec 3 amateurs, quoi. Ils ont des équipes de sécu très costauds derrière et surtout, ils savent que s'il y a un problème de sécu chez eux, ça va vraiment leur faire très mal. Donc, ma conclusion, aujourd'hui, personne n'est inattaquable, personne n'est inhackable sur Internet. Même la CIA se fait hacker. Par contre, j'ai plus tendance à faire confiance à ces structures-là qui sont qui sont excellentes sur le sujet de l'informatique, de la sécu et tout, plutôt qu'à beaucoup de prestataires du marché qui, pour le coup, font un peu n'importe quoi quand ils hébergent, etc. Mais nul n'est infaillible. En tout cas, côté sécurité, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grand scandale de fuite de données ou autre chez les outils no-code. Ça arrivera certainement un jour, mais on dépend toujours de quelqu'un à un moment ou à un autre. Donc, voilà, sur la sécu, je parle de certains outils, parce qu'il y a des outils aussi où c'est des petites équipes. Ce n'est pas trop ceux qu'on pousse. Il y a peut-être Doric dans le panorama que j'ai montré, où ils sont 3, mais
En général, voilà, il faut quand même, avant de s'aventurer sur un outil no-code, en effet, se poser cette question, et les experts sont là pour ça. Sur le RGPD, ah oui, et sur la sécurité, par contre, il faut faire attention à soi-même, pas faire n'importe quoi. Si vous mettez en public la base de données avec tous les adhérents, oui, c'est pour ça que faire soi-même, c'est bien. C'est la révolution du no-code. À ce titre-là, c'est révolutionnaire, le fait que les gens puissent faire eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas techniques. Par contre, ça ne veut pas dire pas prendre 1 heure ou 2 de conseils par un expert ou une experte. Mais c'est 1 heure ou 2, ce n'est pas 40 jours. Sur le RGPD, ces outils, pour la plupart, sont américains et hébergés sur le territoire américain. Il y a des outils français qui sont très bien, on n'en a pas parlé ici, mais il y a XAR, il y a Udo, enfin, on a des vidéos gratuites, on parle de ça, Time Tonic. Mais grosso modo, nous, on voit même des grandes structures, des grandes entreprises, beaucoup qui sont très, très attentives à tout ça, où les DPO, les juristes responsables de la protection des données disent « Airtable, sur ce projet, c'est bon, on peut y aller. Là-dessus, Zapier, on peut y aller. Ah, sur ce sujet, il y a des données trop sensibles. Non, il faut vraiment des outils avec des certifs plus fortes. » Ça, j'ai envie de dire, c'est aux juristes d'avoir le dernier mot. Après, c'est un mythe que de dire le RGPD, ça veut dire qu'il faut que ce soit hébergé en France. Absolument non, absolument pas. Il y a tout un tas d'outils, sinon tu ne pourrais pas avoir droit de citer en France. J'ai envie de dire, il y a des conférences là-dessus sur la chaîne YouTube de Contournement, sur le Twitch de No-Code France. Vous trouverez des infos, mais en général, jurist first. Et les données de santé, par exemple, ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'il y a un outil français, XAR, qui fait ça très bien, par exemple. Les données sensibles, ça dépend ce que vous en faites et tout. Mais ce que je veux dire, le RGPD, c'est surtout de ne pas faire n'importe quoi avec les données. Ce n'est pas toujours une question d'outils. Hein. Surtout, voilà, régulièrement les effacer, pas les surexploiter. Et ça. Voilà ce que je peux dire. Mais il y a de toute façon, il y a de la documentation de plus en plus riche là-dessus. Très bien. Aujourd'hui, sur le sujet de la RGPD, c'est des sujets qui touchent beaucoup les assos et c'est important d'en parler. C'est là où il faut quand même resituer le no-code par rapport à d'autres langages et jeune. Et on commence à voir de plus en plus de structures se développer en France. Erwan a évoqué l'une d'entre elles, XAR, qui, elle, dès le début, par les contraintes qu'on vient d'évoquer, a développé une solution qui est déjà par elle-même conforme pour permettre à ce qu'on puisse l'utiliser pour des données de santé ou des données de ce type-là. Donc, c'est un outil qui permet de créer soit du mobile, soit une application web et qui est conforme. C'en est un. On peut parler de Odoo qui est en train d'arriver sur le même secteur, qui est aussi français. Et donc, c'est quand même un secteur qui reste jeune et où les sociétés françaises commencent à se développer et vont répondre à ça. Pour les Américaines, elles ont pris en considération ça et elles n'hébergent pas en France, mais elles commencent déjà par contre, à proposer des hébergements en Europe pour les personnes qui sont sur le territoire européen. C'est ça. Et juste là, je vous affiche, par exemple, si on tape Airtable Security, mais regardez, là, ils mettent leurs normes, leurs certifications. Airtable, par exemple, enfin, aujourd'hui, ils sont valorisés 12 milliards de dollars. Ils sont très, très gros. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne deviendra pas les prochains GAFAM? On ne sait pas. C'est ça que No-Code for Good, justement, on questionne beaucoup le no-code en tant que phénomène économique, comme disait Morad, c'est-à-dire, oui, c'est cool, le no-code, c'est inclusif, c'est l'open source. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'outils open source, c'est quand même des entreprises à but lucratif. Mais après, par contre, leur modèle économique et, comment dire, c'est-à-dire que les données, ils ne vont pas s'amuser à commercialiser vos données. Les outils no-code, il y a une version gratuite, puis 10 € par mois ou 20 € par mois. C'est un modèle économique sain, on va dire, versus des plateformes voilà, qui font n'importe quoi avec vos données. Donc ça, c'est aussi important à signaler. Mais voilà, Airtable, aujourd'hui, ils savent qu'il faut qu'ils soient irréprochables sur la sécu et sur les données. Ils ne sont pas fous. Super, merci. Je pense qu'on est au clair sur le sujet. Et comme on a pas mal d'autres à traiter, on va avancer. Plus concis. En soi, vu la richesse de votre réponse, je pense qu'on a aussi par là même traité la question de la stabilité de ces solutions qui revenait. Clairement, on ne s'y attarde pas plus parce que ça répondait aussi à ces éléments-là que tu as fournis. Et Erwan, tu m'as trouvé une transition toute trouvée pour le sujet d'après parce qu'en effet, il y en a plusieurs. Alors, selon nos participants, on a un petit peu les deux opposés et c'est très bien, c'est représentatif de la diversité des pratiques. Certains qui se demandent à quel point on peut faire des liens avec les outils Microsoft et l'intérêt d'utiliser certains outils plutôt que ceux proposés avec Microsoft, etc.
Tout comme, dans un second temps, tu pourras aussi, Morad ou toi, traiter l'autre sujet qui est celui de l'open source, du libre, etc., où d'autres gens demandent si il y a des alternatives qui existent en termes d'outils no-code. Sur Microsoft, ouais, et l'open source, je vais te laisser parce que je suis calé. Sur Microsoft, Erwan l'a présenté dans un de ses slides précédemment. Je vais remonter pour le trouver. Et sur son slide, c'est une vraie question. Et on la trouve de plus en plus parce que dans la suite Microsoft, ces outils no-code sont inclus. Et donc, il y a cette vraie question. Aujourd'hui, on peut utiliser Power Automate, qui est l'outil inclus souvent dans le pack de Microsoft et qui le permet. Par contre, si on doit le mettre dans la liste par rapport à l'accessibilité ou la facilité de prise en main, on est beaucoup plus éloigné qu'un Zapier. On va moins loin qu'un Make à aujourd'hui. Et donc, c'est un peu entre les deux. Mais sur des tâches plutôt simples, il peut répondre. Ça permet quoi? De ne pas avoir besoin d'utiliser un autre outil que Excel, par exemple, qu'on a pour mettre ses données. Au derrière, on automatise un certain nombre d'actions avec Outlook, si on a Outlook, et ainsi de suite. Donc oui, Power Automate existe et permet de faire un certain nombre d'automatisations de ce type. C'est ça, on va dire que de toute façon, les Google, les Microsoft, ils essaient de se mettre au no-code. Google a sorti une alternative Airtable, Microsoft, ça fait un moment qu'ils sont avec Power Apps, Power Automate, un peu sur l'automatisation. Contre, à ce stade, par rapport aux outils qu'on vous a présentés, c'est imbitable. Clairement, en termes d'expérience utilisateur, vous allez vous casser la tête, mais ça progresse. Et par contre, il y a un autre aspect, c'est que avec Zapier, vous pouvez interconnecter les outils Microsoft. De toute façon, regardez, j'ai tapé Zapier Microsoft, et là, Zapier, il vous dit ce que vous pouvez faire avec quel outil. On peut connecter avec du Microsoft 365, avec du Excel. Voilà, c'est-à-dire que vous tapez Zapier, je ne sais pas moi, Instagram, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec Instagram. Ça, c'est un bon réflexe d'avoir ça. Et dans Microsoft, on peut faire pas mal de choses avec Zapier. Première question. Deuxième question, l'open source. Il y a aujourd'hui, comme je disais, les outils no-code, ce sont des outils propriétaires, avec des modèles économiques sains, encore une fois, ils ne revendent pas vos données, avec des modèles économiques accessibles aussi. On reviendra sur la question des tarifs si vous voulez. Mais il y a N8N, qui est un outil open source. Après, attention, parce que l'open source, il y a l'open source technique, c'est-à-dire on peut prendre le code et le modifier, et il y a l'open source politique, c'est-à-dire engagement avec certaines licences, de ne pas commercialiser, etc. Là, on parle plus de l'open source technique, c'est-à-dire les gens peuvent prendre N8N, l'héberger eux-mêmes, le modifier et tout. Mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui de Frama no-code, d'outils no-code, de logiciels libres no-code. Nous, bien sûr, en termes d'éthique, on attend que ça. Après, souvent, la logique de marché fait que quand même les outils privés vont plus vite et gagnent un peu la bataille. Mais le no-code, quand même, on se dit qu'il risque d'y avoir des choses qui arrivent. Mais pour l'instant, pas vraiment de logiciel libre, pas vraiment de vrais outils open source. En tout cas, avec le niveau de puissance et d'accessibilité qu'on estime être le bon. C'est-à-dire tous les outils qu'on vous montre sont quand même vraiment très en avance sur tout ça. Il y a des outils un peu à l'ancienne. On peut faire des sites avec, je crois qu'il y a Framasite. C'est quand même l'ancienne garde. Et franchement, là-dessus, il faut que ça avance, ces sujets-là. J'espère on sera les premiers à contribuer s'il y a ça, quoi. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on a eu pas mal de questions en ce qui concerne, forcément, c'est souvent le cœur de la… Le nerf de la guerre? Le nerf de la guerre, c'est ça l'expression. En termes des questions sur les tarifs de toutes ces solutions. Et on peut peut-être commencer par le premier angle qui concerne la gratuité. Par exemple, Jean-Christophe ou Florence qui se demandaient s'il était possible de ne fonctionner qu'avec des alternatives gratuites et dans quelle mesure. Puis on viendra après aux tarifs dédiés au secteur associatif. J'ai envie de dire que tous les outils de code, sauf Squarespace, il faut payer pour pouvoir publier. Tous les outils no-code vous proposent une version gratuite où vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Moi, sur mon compte perso, j'utilise Zapier gratuit. Chez Contournement, on a besoin de la version payante. Pourquoi? Parce que la version gratuite elle vous permet de faire certaines choses, mais vous ne pourrez pas faire quantitativement autant d'automatisation, vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. C'est assez bien fichu. En général, ça commence gratuit, puis 20 € par mois ou 20 $, puis 90. Mais déjà, avec la première version en général, vous avez déjà beaucoup. Vous avez vraiment de quoi faire. Par contre, faites très attention
oui, c'est un budget et tout, mais on voit trop de gens qui, parfois, essaient vraiment de rester sur la version gratuite. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue parce que pour contourner la version payante, ils font beaucoup de choses à la main. À ce moment-là, ça perd un peu de son intérêt. De base, si quitte à investir dans quelque chose, je recommande, déjà, si on prend une journée d'audit d'une agence, 500 € au bas mot. Déjà, tu n'as rien en une journée. Il faut au moins 5-10 jours, je sais pas, de dev, d'audit, de machin. Tu es déjà à 5 000 €. Là, en fait, parfois, les ordres de grandeur sont tellement gros qu'il y a beaucoup de gens, souvent avec le no-code, ils ont du mal à voir la valeur ajoutée qu'il y a. 20 € par mois pour une structure, normalement, ça devrait être facilement absorbable, surtout si ça dégage du temps de plusieurs salariés. Enfin, ce que je veux dire, c'est, voilà, la version gratuite, souvent, vous pouvez faire plein de choses, mais à un moment, quand vous sentez que vous utilisez beaucoup l'outil, n'hésitez pas à prendre la version payante. Et on n'a aucune part dans ces sociétés, évidemment. C'est juste qu'on voit trop de gens s'empêtrer les pieds dans le tapis et au bout d'un moment renoncer parce qu'à force d'essayer de contourner le contournement. Voilà. Donc là, je vous affiche un peu, pas dans le détail, mais le type de pages de tarification que vous avez qui sont très transparentes, très claires. Et un petit conseil au passage, un outil no-code qui se respecte, donc il est 100% en ligne, il vous affiche son tarif de manière précise comme ça. Si vous voyez demander un devis, partez en courant. Ça doit être sans engagement. Vous devez pouvoir vous abonner au mois. Si c'est forcément engagement sur un an, partez en courant. Et voilà, vous devez avoir une version gratuite. Normalement, vous devez pouvoir tester gratuitement, ou au moins une version d'essai. Sinon, partez en courant. Voilà. Ça a le mérite d'être clair et ça, c'est donc pour le côté gratuit. Après, plus globalement sur, l'inverse, plus spécifiquement pour le secteur associatif, on a eu quelques questions, à laquelle, une fois n'est pas coutume, je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse, sur donc les tarifs, par exemple, Jean-Christophe citait que Slack, dont tu parlais tout à l'heure, Erwan, propose une version gratuite aux ONG. Qu'est-ce qu'il en est pour les outils no-code? En règle générale, renseignez-vous au cas par cas. Typiquement, Airtable, dont parlait Erwan, propose une réduction de 50% pour le secteur associatif, sachant que typiquement Airtable, c'est vraiment parmi les outils no-code, un de ceux, je pense, dont il y a le plus de chances que la version gratuite vous suffise amplement. Moi, je vois chez Solidatech, on s'est contenté longtemps de la version gratuite et on a vraiment pu faire déjà beaucoup de choses avec. Après, pour les bénéficiaires plus spécifiquement de Solidatech, où Daniel, entre autres, posait la question, on y travaille, comme par exemple actuellement avec Notion. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'offre spécifique réservée aux associations de Solidatech à proposer. Mais voilà, au même titre qu'on s'intéresse au sujet dans le cadre de nos webinaires, on a conscience que c'est aussi une piste intéressante pour nombreux d'entre vous. Donc, on va essayer de mettre tout ça en place. Ensuite, je vais retrouver une question que je trouvais assez pertinente de la part de… Juste avant ça, Oui, est-ce que je ne vous fais pas une démo de 20 secondes montre en main maintenant, vas-y. comme promis? Là, regardez, je suis dans Software, donc l'outil pour créer des sites et des applis. Donc, j'ai mes différents projets. Je vais prendre NoCode Jobs, donc la plateforme d'offre de jobs. Regardez, je suis là. Je vais cliquer ici. Et là, il va me proposer de modifier le texte. Vous voyez, à gauche, ça se… Bon, je vais remodifier quand même parce que… Donc, en temps réel, ça fait ça. Là, je peux choisir de mettre des images. Enfin, vous voyez, ici, là, à droite, c'est du texte humain. Je peux mettre une image, je peux faire ci, je peux faire ça. Et je peux faire une galerie animée. Donc ça, vous pouvez No Code for Good, c'est le même principe. Hein. Mais les offres de job, par exemple, là, hop, j'ai une galerie filtrable. Je dis, va dans Airtable, me chercher tel tableau, telle liste de données, et ça me l'affiche de cette manière-là. Et je vais montrer No Code for Good, par exemple. Et ça donne quoi comme résultat? Ça donne que je vais voir les no-codeurs et les no-codeuses. Je clique sur, je cherche quelqu'un sur Airtable, hop, ça va me filtrer les gens qui sont sur Airtable. Et si je clique sur quelqu'un, pour voir ces détails, on demande de s'inscrire pour que les gens ne puissent voir les infos que s'ils s'inscrivent. Vous pouvez faire ce genre de choses
et automatiser des choses derrière. Littéralement, ça, chez Contournement, en une journée, on fait ce genre de choses. Une journée et demie pour le côté s'inscrire et se connecter. Et je précise ça parce que souvent, on se dit, ah, il va falloir une semaine, 2 semaines. Non, ce genre de projet, aujourd'hui, ça peut vraiment se faire très vite et ça peut, en général, avoir un retour sur effort et sur temps très fort. Donc, voilà à quoi ressemble un outil de construction de site ou autre. Top. Et du coup, entre-temps, j'ai retrouvé une question que je pense dans laquelle pas mal d'associations peuvent se retrouver, qui vient de l'ASSO Présence Photographie, qui demande si n'est-il pas compliqué d'impliquer les bénévoles de l'association, trésoriers, secrétaires, etc., qui sont accros à Excel pour l'utilisation de ces outils? Mais Excel, pour ça, c'est très bien. Excel, les tableurs, c'est fait pour faire des calculs. Les bases de données, c'est fait pour gérer des données. Il y a plein de cas où Excel, c'est mieux que Airtable pour certains usages. Par contre, pour la comptabilité, Airtable, à partir du moment où vous voyez qu'il y a des outils, comment dire, où on nomme des données, où elles sont filtrées, etc., c'est qu'avec Airtable, ça peut être mieux. Mais pour faire des calculs prévisionnels ou autres, Excel reste un bon outil. Et surtout, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin finalement de convertir, entre guillemets, 100% de l'équipe tant que ça fait gagner du temps au moins, enfin, tout le monde n'a pas, c'est pas comme si on n'est pas sur un outil, par exemple, collaboratif de gestion de projet ou autre chose comme ça. Est-ce que tu recommanderais quand même que de convertir, entre guillemets, tout le monde? Dernier petit point, je passe là parce que je suis très bavard et je n'ai pas beaucoup à te parler, mais c'est parce que c'est des sujets sur lesquels… Nous, généralement, quand on forme chez Contournement, par exemple, à titre d'exemple, sur une équipe de 12 personnes, en général, il y a 3 personnes, enfin, un tiers qui va devenir vraiment maker, comme on dirait, des gens qui fabriquent des outils pour les autres. Et parfois, c'est la directrice, parfois, c'est le stagiaire, mais pas toujours des gens tech, qui vont fabriquer des outils pour les autres, qui vont vraiment vouloir avancer dans le no-code et qui sont un peu les responsables, référents no-code. Un tiers qui devient utilisateur ou utilisatrice avancée, qui vont se créer des outils pour eux, qui vont pouvoir faire des choses assez poussées, et un tiers qui sera juste utilisateur ou utilisatrice finale, genre, nous, OK, on apprend les bases d'Airtable pour utiliser ce que vous créez. Le no-code, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir no-codeur. On a assez bouffé de tous codeurs et ce genre de bêtises. À l'époque, j'étais cofondateur de Simplon.co, insertion par le code, et il y a eu une grande mode de tous codeurs. On entend, et voilà, tous nos codeurs, non, il suffit qu'il y ait des gens qui puissent créer des outils avec, et voilà. Par contre, il y a des choses où il n'y a pas besoin de no-code. Ça, c'est très pertinent, je pense, ce que tu dis. Il n'y a pas besoin que tout le monde, en tout cas, cette question. Parce qu'en effet, on se dit, toute la boîte doit passer sur du no-code. Non, parfois, il ne faut pas no-coder, il faut utiliser les outils existants et les connecter, par contre, via du no-code à d'autres outils pour élargir les fonctionnalités, quoi. Oui, d'accord, ça marche. Morad, une question pour toi de la part d'Anne-Charlotte qui revenait sur ta présentation de No Code for Good et qui te demandait à quel moment tu valides la cohérence du projet dans ton nouveau scénario. Merci pour la question. Ça a été un vrai sujet parce que déjà, et là je rejoins ce que vient de dire Erwan, le no-code, ça reste des outils. Et les outils, il faut savoir ce qu'on veut en faire et pourquoi on veut les utiliser. Et donc, ça revient au sens, est-ce que tout le monde doit le faire ou pas? Est-ce qu'on doit tout changer ou pas? Ça reste un outil. Et donc, ce qu'il a été important, avant de dire à nos outils dans No Code for Good ce qu'on attendait de validation de projet ou pas, c'était de nous mettre déjà, nous, d'accord sur quels étaient les critères de validation des projets qui se posaient, et ainsi de suite. Donc, il y a eu ce vrai travail de brainstorming. Et une fois qu'on avait fait ces éléments-là, en fait, on a généré par le formulaire un certain nombre de questions qui sont posées quand la personne dépose son dossier sur la plateforme. Et à partir de ces éléments-là, ça permettait de soit identifier que le porteur de projet était viable et donc de réduire une étape pour un certain nombre. Pour d'autres, ça a généré un mail à la personne, au binôme, parce que c'est un binôme chez nous qui valide les projets et qui intervient. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit le nombre de fois où il fallait qu'ils interviennent. On a facilité la prise de décision par une grille de lecture. Et dans les cas, on revient au fameux 80-20, pour les 20% des cas qui nécessitent l'intervention, réflexion, échange et prise de position, cela était mis à disposition de notre binôme en charge de cette partie-là pour discuter, décider, voire appeler le porteur de projet pour affiner un petit peu les éléments si nécessaire. Et ça touche à un sujet, les no-code ops, l'automatisation, ça ne veut pas dire qu'il faut tout automatiser. Il y a des choses où il faut de l'humain, c'est juste, il y a un process, où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'on peut résoudre des douleurs? Et puis, où mettons de l'humain pour que l'humain fasse du travail d'humain, quoi, et pas du travail de machine. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, il y avait une partie où on ne pouvait pas automatiser, parce que sinon,
s'appelle Facebook et voilà, on déshumanise tout. Si l'un de vous deux, en parallèle, peut écrire dans le chat, ça rendra service entre autres à Samuel, le nom de l'outil français pour les données de santé. Il ne savait pas comment ça s'écrivait Ça, pour qu'il puisse le retrouver après. je vais lui mettre le lien. Ah, encore Ouais. mieux. Parfait, merci. Ça, au-delà d'être un bon outil en plus, et c'est eux qui ont un peu sauvé le hackathon No Code Solidaire qu'on a fait à Lorient l'année dernière, et c'est pas pour ça qu'on parle d'eux, c'est parce que c'est un excellent outil. Donc en plus, ils s'impliquent un peu dans le for good. Je pense qu'ils sont sensibles à la question des assos. Ils répondent, quoi. Je veux dire, c'est des humains, c'est pas une grosse équipe qui répond jamais avec des robots derrière. Donc si cet outil vous intéresse, à mon avis, contactez-les de notre part, et peut-être qu'ils vous feront, j'en sais rien, des mois gratuits ou des choses comme ça. Et Anne-Charlotte, justement, se demandait où se former sur cet outil-là. Autant leur demander directement aussi ou tu as déjà des Ouais, aucune idée. Je pense Ouais. que déjà. Ils sont en train de monter une académie Mm. pour avoir échangé récemment avec l'équipe. Ils ont, comme beaucoup d'outils, ils ont une communauté dans un channel qu'ils ont créé où il y a la possibilité d'avoir des formations, des éléments d'échange. Et en fait, clairement, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de XAR, parce que la question venait sur XAR, si tu as un projet là-dessus, ils sont en capacité de te mettre une personne pour t'aider à te lancer sur ton projet et à structurer les choses auparavant. Donc, ils sont aujourd'hui dans cette phase-là d'accompagnement et ça, c'est une bonne chose aussi. Parce que ça leur fait des retours aussi pour améliorer leurs produits. C'est win-win. On a une question de Gabriel qui est en plein dans le sujet des automatisations et qui me paraît assez pertinente, qui demande, avant d'automatiser des tâches, comment savoir si les outils, les applis sur lesquels on travaille sont interconnectables? Faites comme j'ai fait tout à l'heure. Vous allez dans Google, tapez Zapier et le nom de l'outil et ça sortira direct et vous verrez. Je vous détaille juste, par exemple, si je prends Zapier, allez, Outlook. Là, au-delà de me dire c'est interconnectable, il va me dire ce que je peux faire. Voilà, ouais. Les déclencheurs. Voilà les déclencheurs, c'est-à-dire quand il y a un nouvel événement qui commence, quand il y a un nouveau contact, etc. Et les actions. Créer un contact, envoyer un email, etc. Et vous regardez ça et vous voyez ce que vous pouvez faire. Et il y a même des trucs préconstruits, regardez. Là, il vous donne des exemples. Et si vous cliquez là, ben, ça vous permet de le mettre dans votre compte. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre vos comptes et ça y est, ça marche. Je pense par ailleurs que peut-être par quelques personnes comme Daniel, ton exemple pratico-pratique, Erwan, n'a pas forcément été toujours bien compris parce que, par exemple, là, on nous demandait quel est l'intérêt, entre guillemets, à copier-coller les tweets alors qu'ensuite, il faut aller les voir chacun un par un, etc. Là, on était vraiment sur un exemple très, très simple pour une démonstration en 2 minutes. Pour rester dans cet exemple proche des réseaux sociaux, Daniel, nous, par exemple, chez Solidatech, on se sert à la fois de Airtable et de Zapier pour interconnecter justement nos posts sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça permet de centraliser aussi bien Twitter que LinkedIn, que Twitter, etc. Et ça nous permet de conserver un historique centralisé au même endroit sans avoir justement besoin au cas par cas, d'aller voir ce qu'on a publié sur Twitter et en même temps sur Facebook, etc. Et en fait, tout en se mettant en format calendrier, on a les choses très clairement, notre historique. Et donc, on sait que, ah bah oui, on a déjà publié il y a 3 mois sur Twitter tel sujet. On va plutôt varier les plaisirs ou au contraire en parler sur Facebook pour ne pas oublier. Donc, voilà. Et c'est une fois de plus, ce n'est qu'un exemple très, très simple, mais ça nous fait gagner du temps, typiquement, sur la recherche de sujets et sur la visualisation de notre historique. Et tu peux avoir le nombre de retweets, le nombre de likes, tu vois, tu peux trier. Voilà, après, on retient ce qu'on veut. Ouais, complètement. Mais on revient toujours à un sujet, c'est que l'automatisation doit répondre à un besoin. Oui. Et mon besoin à moi est peut-être pas celui d'une autre personne. Et donc, on répond en même temps à la question d'avant de dire est-ce qu'on doit obliger tout le monde à faire? La réponse, elle est aussi dans cet exemple. Et je remets la slide où il y avait des exemples qui sont une dizaine d'exemples parmi des centaines possibles. Avant de éventuellement déborder de quelques minutes pour encore prendre plus de questions, je vais en prendre une dans le timing imparti
qui fait une bonne conclusion en plus, je pense, une bonne piste d'action pour la suite. Elle est posée entre autres, mais pas que, par Pierre, qui demande si vous auriez une liste simple d'automatisation pour commencer avec le skateboard, entre guillemets. Voilà, ou quelqu'un d'autre qui demandait pour no-coder, par exemple, si vous deviez recommander à tout le monde de no-coder 3 tâches dans son travail quotidien, qu'est-ce que ce serait? Voilà, des exemples un peu pour mettre la main à la pâte en sortant de ce webinaire. Là, il y a cette liste-là, sachant qu'il y en a des plus ou moins complexes. Je vous conseille, c'est bête, hein, mais d'aller sur contournement.io et de suivre la formation gratuite de 7 heures. Déjà, vous mettrez les mains dans des premières automatisations, premières bases de données. Et sinon, je saurais pas la notif, je pense, le fait, quand une tâche est achevée, notifier quelqu'un, récap de réponse à un formulaire, ce genre de choses, ça peut être pas mal, quoi, mais ça dépend de vos besoins, en fait. Et sinon, si vous tapez tuto Twitter, tuto Zapier, français, sur YouTube, vous trouverez des exemples, même dans nos vidéos et des vidéos gratuites. Là, je pense qu'il faut chercher un peu, butiner. Moi, je vais donner un exemple concret de l'une de mes boîtes, dans le sens où on a un site, il y a un formulaire, la personne vient, donne les informations, se renseigne, et là, on génère un certain nombre d'automatisations. La première, c'est que les informations du prospect sont enregistrées dans notre base Airtable, ce qui nous permet de l'avoir directement derrière quand elle rentre. Il y a un lien qui vient aller dans qui vient se connecter pour aller chercher les informations complètes de la société via le site du gouvernement. En parallèle, qu'est-ce qu'on a lancé? On a lancé un mail qui part en automatique en proposant à la personne un lien pour venir choisir un créneau pour un call d'échange. Et en même temps, ça envoie sur notre Slack à nous. Dans le Slack, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'élément d'échange. Ça envoie un message en disant « il y a un nouveau prospect qui a postulé, voici ses coordonnées, voici les infos ». Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle directement et ça fait toujours l'effet de dire on vient juste de répondre et on est déjà contacté là-dessus. L'automatisation, elle est parce qu'on a réellement ce besoin et elle peut être adaptée en fonction des outils et des besoins des uns et des autres. Mais là, c'est un élément concret qui m'a fait gagner énormément de temps, mais surtout qui crée une expérience utilisateur qui est différente avec des données qui sont fiables et mises à jour dans un seul et même outil pour tout le monde. Très bien. Et comme on arrive à l'échéance de plus, on va déborder un tout petit peu, 10 minutes grand max avec ceux qui ont encore le temps de rester. Sinon, vous pourrez consulter le webinaire pour avoir le replay, pardon, pour avoir une réponse éventuellement à vos questions. Mais je rappelle juste pour ceux qui doivent partir que le support de présentation d'Erwan et Morad, comme ce webinaire-là, sera à votre disposition. En termes de timing, on est en général sur 2 jours ouvrés, donc on va dire demain et sinon lundi au plus tard. Dans tous les cas, vous en serez avertis par mail et ça sera aussi dans ce mail-là qu'on vous mettra le code promotionnel dont parlait Erwan tout à l'heure. Donc voilà, vous en serez avertis de tout ça. Cela étant dit, encore quelques petites questions, notamment je pense que la question de Benjamin rebondit un petit peu sur la question d'avant, sur l'interconnectabilité et savoir si, oui ou non, les applications qu'on utilise, elles sont interconnectables de manière automatique. Et Benjamin se demande s'ils cherchent des logiciels qu'ils utilisent, mais qu'aucun figure sur les outils no-code, est-ce que dans ce cas-là, c'est possible de créer la liaison? Yes. Il y a 3 cas. Le cas le plus simple, en fait, quand tu veux interconnecter 2 outils. Le cas le plus simple, c'est que les 2 outils, déjà, nativement, ils sont interconnectables. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle Typeform, faire des formulaires. Et dans Airtable ou dans Typeform, tu peux en un clic les interconnecter sans passer par Zapier. Parfois, ça existe. Vous savez, c'est comme quand dans Spotify, par exemple, vous pouvez chercher vos amis Facebook. Il y a déjà une interconnexion. Donc, premier cas, c'est déjà interconnecté entre les 2 outils nativement. Deuxième cas, c'est pas interconnecté nativement, donc je passe par Zapier, parce qu'ils sont interconnectables par Zapier. Et ça, vous pouvez chercher si c'est interconnectable, comme je vous ai montré tout à l'heure. Troisième cas, il n'y a pas d'intégration Zapier. Et là, il faut regarder si l'outil a une API. L'API, c'est le tuyau qui va vous permettre de venir vous connecter à l'outil. Par contre, c'est un peu plus technique, ça. Avec du code, je ne vous raconte pas. Je vous dis, à l'époque, quand j'étais fondateur de Simplon.co, les API, on voyait ça au bout du 5e mois de formation au code. C'est complexe. En no-code, avec Zapier ou avec Make,
On a déjà vu des gens qui avaient 3 jours dans les pattes et qui ont commencé à interconnecter les API, voire moins. Donc, vous pouvez vous connecter à un service s'il a une API, via Zapier ou via Make, qui a une fonctionnalité de connexion aux API. Et s'il n'y a pas d'API, eh ben, vous n'avez qu'à demander à l'outil qu'il fasse une API, parce que ça veut dire qu'il n'est pas connectable. Parfois, tu peux trouver des contournements, par exemple, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, une solution de contournement, par exemple, ce serait de dire, quand il y a un mail récap de ce service, ben, automatiquement prendre ce qu'il y a dans ce mail et puis le mettre dans le tableau. Tu vois, tu peux trouver parfois des hacks, des astuces, mais en général, il faut une API. C'est le mieux. Est-ce que vous connaissez, pour Philippe notamment, une formation pour SoftAir? J'avoue que je n'en trouve pas à votre catalogue, du coup, je demande un joker. Bonne question. Ben, dans notre formation d'initiation gratuite, il y a un peu de software. D'accord. Et c'est vrai que sur le marché, Je sais pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler, mais pour le moment, il n'y a rien. J'ai Ouais. entendu que certains étaient dessus, mais Après, Software, la communauté est très dynamique et je crois que Software eux-mêmes, ils proposent une espèce d'académie. Donc, c'est en anglais. en anglais. Mais voilà, et Software, franchement, c'est quand même, comment dire, ah si, il y a une formation qu'on a sortie avec Coup d'État, qui est un incubateur, accélérateur de start-up, très esprit start-up. Mais c'est une formation qui s'appelle No Code avec un K. Tu veux t'appeler No Code avec un K ou Coup d'État, K-O-U-D-E-T-A-T. On approfondit un peu sur Software. Elle est un peu chère, je veux dire, par rapport à nos autres formations, mais voilà, sachez, peut-être que celle-ci a posé, mais Software, c'est, on va dire, un quart de la formation. Mais on ne connaît pas de formation dédiée Software, sauf chez Software en anglais. On va prendre 2 dernières questions relativement génériques. Où la première de la part de Gérald qui demande, lorsque le collaborateur s'en va, comment fait-on pour récupérer les flux d'automatisation? Problématique qui, pareil, doit se présenter régulièrement. Il faut le gérer en amont. Ouais, il faut anticiper. Pour moi, il faut le gérer en amont, ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que ces outils-là soient utilisés. Et là, tout à l'heure, clairement, Erwan a dit pour me connecter, je n'ai pas mon outil de mot de passe. Clairement, nous, chez No Code for Good, on utilise un outil qui nous permet de sauvegarder les mots de passe pour que l'ensemble des membres y aient accès pour se connecter aux outils qu'on a décidé d'utiliser pour le fonctionnement de la plateforme et du reste. Et donc, en gros, si moi je suis absent ou pour X raison, l'assaut n'est pas bloqué parce que les mots de passe sont dans ce coffre-fort qui est protégé et commun à quelques-uns d'entre nous. Ça, il y a le côté mutualisation, centralisation, comme dit Morad, dans un outil. Là, j'étais pour la démo, je m'étais mis sur un truc où je ne l'avais pas installé, par exemple. Mais deuxièmement, il y a aussi, idéalement, quand c'est pour la boîte, le compte Zapier, nous, chez Contournement, c'est un compte contact à contournement, vous voyez, parce que comme ça, c'est un compte générique, tout le monde a accès. Et troisièmement, parfois, si quelqu'un prend le poste de quelqu'un d'autre et reprend ses outils, étant donné que ça dépend de l'adresse mail de la personne, parfois, il faut juste changer les adresses mail, changer les comptes. Mais en effet, c'est quelque chose qui se prépare un peu avant le départ. Mais ça se gère bien, quoi. Je veux dire, ce n'est pas comme si on devait tout refondre. Souvent, quand il faut un peu migrer ce genre de truc, c'est l'histoire de quelques heures, quoi. Oui, en fait, c'est les mêmes bonnes pratiques que pour les gestions des documents en Drive, que pour les outils collaboratifs, etc. Enfin, c'est juste comme dit Morad, d'anticiper, mais de la même manière finalement que d'autres éléments dans le secteur du numérique. Une dernière question de la part de Cécile qui dit, pour un scénario complexe, vaut-il mieux faire une seule automatisation ou décomposer en plusieurs étapes? Bonne question. Plusieurs, mais en fait, ça dépend. Quoi, en fait, ouais, voilà, ça dépend. Si en fait dans cette automatisation, il y a une partie qui va être utilisée dans plusieurs autres automatisations, je parle sur Make là par exemple, il y a un intérêt à faire cette partie une seule fois, du moins de la séparer des autres, ce qui fait qu'on n'a pas à la refaire à chaque fois qu'on va avoir les autres automatisations. Et en fait, on a une première automatisation qui va venir déclencher une automatisation différente ou ainsi de suite. Ça, c'est une façon de procéder. Et comme Erwan avait un autre point de vue possible, je laisse dans l'autre cas. C'est ça, en fait, ça dépend de ton niveau, ça dépend de ce qui sera le plus efficace, ça dépend de ton pragmatisme. C'est-à-dire que si, par exemple, tu t'es formé une demi-journée sur Zapier
et que en fait, en 2 heures, tu peux avoir fait ton truc, même si c'est plusieurs automatisations qui succèdent, fais comme ça, tu sais quoi, au moins ça marchera à la fin de la journée. Et par contre, si tu continues à progresser et que tu as plus de compétences après, que tu peux abstraire ça pour que ce soit plus élégant comme solution, c'est-à-dire qu'il y ait moins de répétitions, fais comme ça. Et il y a des cas où c'est des questions d'architecture parce que vous voyez, il y a la compétence technique, je sais utiliser Zapier, mais il y a la compétence de conception. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec le no-code, je vois plein de gens, ils n'ont jamais fait de code, mais ils pensent comme des développeurs ou elles pensent comme des développeuses maintenant. Parce qu'ils et elles ont fait du no-code et donc c'est de la programmation visuelle. C'est de la vraie programmation, mais visuelle. Et ça, dans nos formations, on essaie de vraiment mettre ça en avant pour arriver justement, au bout d'un moment, atteindre ce qu'on appelle avoir de l'abstraction, une capacité d'abstraction, c'est-à-dire faire qu'au lieu de répéter 5 fois le même truc, en faire une règle qui se branche au reste. Et ça vient très vite avec le no-code. Et je vous dis ça aussi, parce que je pense, et on a souvent la question de « oui, mais il faut quand même comprendre la programmation ». En effet, tu peux commencer sans la comprendre, mais avec le no-code, tu vas apprendre ça. On avait fait un projet chez Contournement pour des demandeuses d'emploi qui s'appelait Décodeuses. Elles ont appris le no-code pour ensuite aller apprendre du code et trouver un taf. Donc, voilà, là, j'ai un peu digressé, mais ce que je veux dire, c'est une question de sois pragmatique, trouve la solution qui te va le mieux. Par contre, quand tu auras progressé, essaie de faire une seule automatisation idéalement, sauf exception. Super. Et je pense que le moment est venu de conclure, d'autant plus que comme quelqu'un l'évoquait dans le chat ou s'étonnait plutôt que vous ne soyez pas, si, nos camarades Erwan et Morad sont justement au No Code Summit et ils nous ont malgré tout trouvé du temps aujourd'hui. Donc, on va aussi, comme vous et moi, les libérer. Mais en tous les cas, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, on a bien conscience que vous êtes des pointes dans votre sujet et qu'on avait de la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous les deux pour votre temps et pour votre partage d'expertise. C'est fortement apprécié. Je le dis non seulement au titre de Solidatech, mais au titre des participants aujourd'hui, parce qu'on a déjà, je vois beaucoup de retours positifs de leur part. Donc, merci tout plein. Et puis, je radote une dernière fois, mais c'est d'expérience relativement nécessaire sur le fait que le replay et le support seront à votre disposition d'ici lundi au plus tard. Vous en serez averti par mail qui comportera également le code promotionnel de 80 € valable un mois dont parlait Erwan. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Solidatech et n'hésitez pas à aller demander des coups de main à No Code for Good aussi. Il y a plein de gens qui peuvent vous aider. C'est ça, on attend les retours de projet pour accompagner et donner de la force digitale à tous vos projets et vos engagements. Et merci à Solidatech, merci Erwan. Oui, et pour rappel, comme je le disais par écrit à quelqu'un, il y a vos contacts qui sont sur le dernier slide du support qu'on va partager. Donc oui, je pense, Morad, en effet, qu'il y aura sûrement des besoins de demandes de conseils, etc., qui arriveront suite à ce webinaire. Et on espère que ça pourra aider certains projets associatifs. Merci beaucoup à tout le monde et passez une bonne journée. À bientôt. Bonne journée, Merci, salut. salut.